Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien le bonjour à vous tous qui nous écoutez et qui êtes branchés pour cette nouvelle émission du Média de l'Histoire. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la résistance des Africains mis en esclavage face à l'oppression des colons esclavagistes sanguinaires et barbares. Beaucoup de gens pensent qu'avant la Révolution, les nègres ne se soient jamais élevés d'eux-mêmes à la conception d'une révolte universelle. En 1691, deux Noirs, Jeannot Marin et Georges Dolo, dit Pierrot, sont bien condamnés à être brûlés vifs, coupables d'avoir conçu le projet de massacrer tous les Blancs de Port-de-Paix, hommes, femmes et enfants à la mamelle. Mais on rapporte avoir découvert dans le complot la main des autorités espagnoles. En 1704, les Nègres du Cap forment une conjuration similaire dans le but d'égorger nuitamment tous les Blancs de cette région. Là encore, toutefois, on dit avoir démasqué les intrigues de l'Espagne. Mais si les esclaves de Saint-Domingue ne semblent pas, au moins sous l'Ancien Régime, s'être jamais haussés à l'idée d'une insurrection générale, de très bonne heure, en revanche, le marronnage leur apparut comme la plus éclatante protestation contre leurs déprimantes conditions. Notons en passant que le mot marron viendrait de l'espagnol cimarrón et signifierait s'échapper, fuir. Avec le temps, le nombre des marrons, bien loin de diminuer, ne fit qu'augmenter. On comptait que pendant la seule année 1720, 1000 esclaves avaient pris la fuite. En 1751, il y en avait au moins 3000 marrons réfugiés dans la partie espagnole de l'île. Ces bandes trouvaient parfois des chefs intelligents et déterminés. Le nègre Michel fut en 1719 l'âme de la révolution dans les montagnes du Bajo Rico. En 1734, Polydore joua un rôle analogue dans le quartier du Trou, d'où il s'élançait à la tête des Marrons pour saccager les plantations de la plaine et où il échappa longtemps à toutes les poursuites. Le nègre Noël organisa plus tard la même opération acharnée dans la partie de Fort-Dauphin et eut là pour successeurs Télémaque Kanga, Isaac et Pyrrhus Candide. Mais de tous les chefs des Marrons, aucun n'eut une réputation plus grande et plus méritée que François Macandal. De nombreuses sources d'époque mentionnent que François Macandal serait issu du peuple Congo, déporté depuis l'Afrique dans la colonie de Saint-Domingue. D'autres sources, par contre, mentionnent que Macandal était un nègre de Guinée. Il est présenté par certains comme un musulman, comme un Ougan, c'est-à-dire un prêtre vaudou. Il connaît les plantes et leurs propriétés et utilisera ce savoir-faire contre les colons de Saint-Domingue. Il fut longtemps un esclave de l'habitation Le Normand Olimbé. D'après Moreau de Saint-Méry, il aurait commencé par être esclave dans une plantation au nord du pays où il aurait perdu une main dans un moulin à sucre. Après ce malheureux accident, il avait été fait gardien d'animaux. Il s'enfuit, devient marron et se réfugia dans les montagnes, où bientôt il prit le plus extraordinaire ascendant sur ses compagnons. Pendant plusieurs années, il va terroriser les colons. En dehors de ses réelles qualités de commandement, il possédait tout ce qu'il fallait pour séduire et fanatiser les êtres qui l'entouraient. Il prédisait l'avenir, écrit un contemporain. Il faisait des révélations et était d'une éloquence extraordinaire, plus forte et plus vigoureuse que les orateurs européens. Il y joignit le plus grand courage et la plus grande fermeté d'âme qu'il a su conserver au milieu des plus cruels tourments et supplices. Il avait réussi à persuader les nègres qu'il était immortel. Il devient un chef charismatique et réunit les bandes d'esclaves marrons. Il crée
un réseau d'organisations secrètes dans les plantations. Il dirige plusieurs actions nocturnes d'esclaves, dévastant les plantations et tuant leurs propriétaires. Maître des poisons, il alimente les trois grandes peurs des propriétaires dans le monde colonial: la mort du bétail, la destruction des champs de canne à sucre et le meurtre par empoisonnement. Réputé insaisissable, voire immortel grâce à des pouvoirs surnaturels, il défie le pouvoir colonial au point où certains virent en lui un précurseur de Boukman, le leader du soulèvement de 1791. Sa réputation d'empoisonneur est telle que, dans le langage populaire, un macandal désigne tout empoisonneur ou tout sac contenant un produit toxique. Notons toutefois, une parenthèse, que dans un mémoire de Kerdisien Trémet, commissaire ordonnateur au Cap en 1780, on retrouve cette déclaration fulgurante: qu'il n'est que trop notoire que cet affreux moyen de satisfaire leur haine a été malheureusement donné aux Noirs par les Blancs eux-mêmes, qu'ils n'ont point apporté d'Afrique la composition des poisons qu'ils ont employés en quelques occasions. Revenons donc à Macandal. Marron depuis 18 ans. Il avait sévi dans la colonie au moyen du poison avec lequel il avait conçu le projet de faire disparaître de la surface de Saint-Domingue tous les hommes blancs. Le nombre de morts qu'il provoqua dans le camp des Blancs, ses ennemis jurés, avait propagé l'effroi à tel point qu'on échafauda pour sa capture un nombre impressionnant de plans qui pourtant ne donnèrent aucun résultat. Un fait certain est que Macandal fut beaucoup plus qu'un simple chef de bande. Non pas qu'il dédaignât le pillage des plantations, le sac des habitations, le vol des troupeaux et autres exploits extraordinaires ou ordinaires des esclaves fugitifs, mais il paraît avoir entrevu en même temps la possibilité de faire du marronnage le centre d'une résistance organisée des Noirs contre les Blancs. Il avait une notion de race qui s'était superposée à Saint-Domingue. Un jour, dans une réunion, il se fit apporter un vase plein d'eau où il mit 3 mouchoirs, un jaune, un blanc, un noir. Il tira d'abord le jaune et dit: voilà les premiers habitants de Saint-Domingue. Ils étaient jaunes. Voilà les habitants actuels. Il montra le mouchoir blanc. Voici enfin ceux qui resteront maîtres de l'île. C'est le mouchoir noir. Il sut persuader beaucoup de nègres qu'il était l'envoyé du Créateur à Saint-Domingue pour opérer la destruction des Blancs et donner la liberté aux nègres. D'ailleurs, il n'exerçait pas seulement son empire sur les fugitifs qui l'entouraient, mais sur presque tous les esclaves du quartier du Cap. D'une audace extraordinaire, il ne craignait pas de parcourir les plantations pour réveiller le zèle de ses partisans, restant toujours insaisissable, inconnu même des Blancs pendant près de 6 ans, et profitant de cette obscurité pour poursuivre lentement le plan qu'il devait, croyait-il, assurer son triomphe. Ce plan était fondé sur le déchaînement du plus terrible fléau qu'ait connu Saint-Domingue et en général toutes les colonies esclavagistes: le poison. Depuis longtemps déjà, bien avant Macandal, le poison avait fait son apparition à Saint-Domingue. L'auteur anonyme de mémoire, daté de 1763, déclare qu'il y a 50 ans que ce terrible mal ravage la colonie. Dès 1738, en présence des cas d'empoisonnement qui se multiplient, le Conseil supérieur du Cap se préoccupe d'interdire aux esclaves les moyens de se procurer de quoi pour accomplir leurs crimes. Enfin, en 1746, M. de Larnage déclare que sur 450 nègres qu'il a perdus depuis qu'il est arrivé dans la colonie,
en 1737, il y en a plus de 100 qui ont péri par le poison. Macandal fut capturé après plusieurs années de marronnage quand il s'est rendu à une partie de Calenda, sur l'habitation du frêne. Moreau de Saint-Méry raconte ici sa capture. On se souvient encore en 1758 de l'histoire du nègre nommé Macandal, fugitif de l'habitation Le Normand de Mézy, de la paroisse du Limbé. Un jour, raconta-t-il, les nègres de l'habitation du frêne, du Limbé, y avaient formé un calendar nombreux. Macandal, qui était accoutumé à une longue impunité, vint se mêler à la danse. Un jeune nègre, peut-être par l'impression que la présence de Macandal avait produit sur lui, vint avertir M. Duplessis, arpenteur, et M. Trévent, qui se trouvaient sur cette habitation, et qui firent répandre le tafia avec tant de profusion que les nègres s'enivrèrent tous et que Macandal, malgré sa prudence, se trouva privé de raison. Pierre de Vessières rapporte, je cite, « On alla l'arrêter dans une case à nègres, d'où on le conduit dans une chambre qui se trouvait à l'un des bouts de la maison principale. Monsieur Duplessis et Trévent donnèrent avis de cette capture au cap et convinrent qu'avec 2 nègres, qu'ils garderaient alternativement Macandal jusqu'à ce qu'on vînt le prendre. Peut-être avec le concours ou le secours des 2 nègres, ouvrit une fenêtre de la maison et s'enfuit dans la savane. La brise, agitant le crochet de la fenêtre, réveilla les gardiens qui somnolaient. Et comme on ne retrouve plus Macandal, on se mit à sa poursuite. Les chiens le flairèrent et on le reprit bientôt. On se vengea cruellement sur lui de la terreur qu'il avait inspirée. Par arrêt du Conseil du Cap du 20 janvier 1758, il fut condamné à être brûlé vif. Il avait su persuader les nègres qu'il était impossible aux Blancs de le faire mourir au cas où il se saisirait de lui et que le Créateur le changerait en maringouin aussitôt qu'il serait prêt d'expirer pour le faire réapparaître ensuite plus terrible que jamais. Or, le hasard voulut que, sur le bûcher, son carcan fût mal attaché au poteau, de manière qu'il l'arracha lors des premiers tourments que le feu lui fit subir. Il n'en fallut pas davantage pour persuader les Noirs que la prophétie était accomplie, en sorte que les 3/4 des nègres sont encore pénétrés aujourd'hui de cette croyance et ils s'attendent à le voir revenir un jour à l'autre pour tenir ses promesses. Et le premier nègre marron qui osera se dire Macandal peut mettre en péril une seconde fois la dépendance du Cap. Macandal fut donc brûlé vif le 20 janvier 1758 par un arrêt du Conseil du Cap à l'issue d'un procès expéditif. De même, son existence traumatisa tellement les esprits des habitants qu'ils nommèrent de son prénom toutes les sortes de substances dont étaient porteurs les esclaves et qu'ils soupçonnaient être du poison. Donc, le 20 janvier 1758, François Macandal, nègre marron, révolté contre le pouvoir colonial français, est condamné à mort, torturé, brûlé vif en place publique au Cap français. Il est accusé de séduction, profanation et empoisonnement par le tribunal du Cap français et condamné au bûcher. Souhaitant anéantir son influence, le pouvoir colonial fait de cette exécution un grand spectacle auquel les esclaves du Cap français sont sommés d'assister. Mais les circonstances tumultueuses de son exécution le projetteront définitivement dans l'image collective en Haïti et dans le monde. En effet, après l'embrasement du bûcher, Macandal se débat tellement qu'il rompt ses liens et tente de s'échapper dans la foule, couvert de flammes. Rattrapé, il est ramené au bûcher et brûlé pour de bon.
mais le récit mythique qui triompha du récit historique dans les mémoires collectives raconte qu'il s'envola après s'être transformé en insecte en criant « Je reviendrai ». Symbole du nègre marron qui se libère lui-même et menace l'ordre colonial, chargé des mystères de la religion vaudou et du souvenir de l'Afrique, grandit par sa fin légendaire. Patrick Guégus dit de lui, il a passé 10 ans à combattre l'esclavage avec un succès éclatant. Il a engendré des bandes matrices indispensables pour la liberté et l'indépendance. Macandal a fasciné des générations d'artistes, de l'écrivain cubain Alejandro Carpentier, qui le réinvente en magicien dans le royaume de ce monde en 1949, jusqu'au développeur des jeux vidéo Assassin's Creed 3 et Libération et Assassin's Creed Rogue, en passant par Gaël Faye, qui le cite dans sa chanson Tôt le matin. Le souvenir de sa révolte hantera l'île jusqu'au soulèvement de 1791 qui conduira 13 ans plus tard à l'indépendance d'Haïti. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-y un like, un petit pouce vers le haut, partagez-la avec vos amis dans vos groupes d'intérêt et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Merci à vous tous et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.